Immersion vous est présenté par Securitas. Bienvenue dans Immersion. Dans cet épisode, nous vous proposons de suivre des exercices grandeur nature et des simulations de catastrophes à Genève. Des situations pour lesquelles les secours doivent être organisés et coordonnés entre eux du mieux possible. Pour cela, chaque année se déroule une formation pour apprendre à devenir commandant des opérations de secours. On s'assure toujours d'être avec le personnel de la prison. Je demande la police et je demande 3 ambulances supplémentaires. Réponds. Retour en salle de classe, ici, au Centre d'instruction et de formation de Versoix, pour débuter une semaine un peu particulière. Une semaine pour devenir COS, commandant des opérations de secours. Le COS doit être l'élément qui a un maximum d'informations à un moment donné pour prendre les bonnes décisions. C'est la position que ces participants seront amenés à prendre au cours d'un événement ou accident majeur. Ils sont pompiers, ambulanciers, officiers de l'armée ou encore commissaires de police, de Genève ou d'autres cantons romans, mais aussi de France voisine. Lors de ces 5 jours au programme intense, il s'agira d'acquérir ou renforcer les bons réflexes pour devenir leader d'une place sinistrée. C'est un sacré paquet de choses qui m'attendent, qui nous attendent. Maintenant, je considère qu'avec une bonne formation, on sera armé pour ça. Tantôt via des cours théoriques comme ici, tantôt sur le terrain dans des exercices taille réelle. Rien n'est laissé au hasard. En fait, on apprend une manière de commander, une manière de réfléchir et de penser à la résolution du problème, en tout cas à la première partie de la résolution, avec un rythme de réflexion. Et on apprend ce rythme, on apprend à bien analyser, à mettre le projecteur sous tous les angles du problème pour bien comprendre de quoi il s'agit et de prendre ensuite les bonnes décisions et de les communiquer au bon interlocuteur. Le COS a la responsabilité de mettre en œuvre les moyens de secours, limiter ou contenir les évolutions défavorables d'un sinistre. En bref, il faut s'entraîner à la pire des situations possibles. Et ce sont les scénarios qui toucheraient une évacuation de masse d'une population, d'un quartier, d'une partie d'une commune ou d'une ville dans une situation dégradée, par exemple lors de fuites de matières dangereuses, de gaz ou autres dans l'atmosphère. Je dirais que là, ce serait un problème très complexe. Un début de situation qu'a déjà vécu Genève une seule fois par le passé, en 1984 avec l'affaire Firmenich. Une fuite de brome avait rendu alors complexe l'opération des pompiers. Mais je peux pas vous répondre. Fermez les fenêtres. Et affolé la population. En 1984, un nuage de brome, gaz moyennement toxique, s'échappe de l'usine Firmenich à Genève. Pendant plusieurs heures, les Genevois tout sautent et surtout s'inquiètent de cette intoxication subite qui se révélera finalement sans gravité. Mais l'alerte a été chaude. Sur le déroulé des opérations, le Grand Conseil notait en 1993 que l'incident avait mis en évidence le manque de coordination entre les divers intervenants. Le SIS capitalise aujourd'hui toujours sur cet événement. Au cours de la semaine, de nombreux exercices sont organisés via des partenariats avec divers acteurs et institutions du canton. Ils mettent en scène des situations périlleuses. La prochaine se déroule dans un environnement très particulier et délicat, le milieu carcéral. En 2006, un détenu a bouté le feu à sa cellule, et puis, parce qu'il avait décidé de mettre le feu, et puis le détenu qui était au-dessus est décédé. Et puis, on s'est posé la question à ce moment-là, pourquoi est-ce que le détenu qui était au-dessus est décédé? Tout simplement parce qu'on n'avait pas en perspective le déplacement des fumées. Devoir intervenir pour un sinistre dans un établissement où se trouvent des détenus, voilà qui change la donne pour les unités de secours potentiellement mobilisées. Entre le moment où le bouton poussoir est activé, on part, on arrive sur place, on nous ouvre, etc., on a des délais qui sont quand même relativement longs. D'autant plus s'il y a encore une notion de mise en sécurisation. Et ça, c'est des vraies difficultés, ça, c'est ce qu'on rencontre régulièrement dans ce genre de situation. Alors, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir justement échanger avec des personnes qui n'ont pas la possibilité de venir en intervention ou régulièrement dans nos établissements, de montrer en fait la réalité de ce qui se passe encore une fois dans les différentes prisons, de voir en fait les processus qui sont mis en place, de voir leur doctrine d'engagement
par rapport à nos différents partenaires, et puis de pouvoir justement échanger sur les points d'amélioration, sur les difficultés que l'on peut rencontrer, et puis encore une fois sur les points d'amélioration qu'on peut travailler de manière commune ou en tout cas de manière transverse par rapport aux différents partenaires. Genève dénombre 7 établissements pénitentiaires, dont un pour mineurs. Durant un après-midi entier, les participants au cours COS vont être impliqués dans une évacuation grandeur nature de 2 d'entre eux. La prison de Chandolon, la plus connue et surpeuplée du canton, par ailleurs la seule à avoir un détachement incendie en son sein, des gardiens formés pour ce type d'intervention. L'autre prison concernée par l'exercice est juste à côté, la Brenna, un établissement fermé pour hommes. Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, nous ne pourrons assister qu'à l'évacuation de la Brenna via une invitation exceptionnelle à la presse genevoise. En ce qui concerne les détenus, en tout cas pour nous, ils vont être informés quelques minutes avant pour éviter que justement que ça monte en puissance et puis qu'on ait un facteur défavorable en plus. Par facteur défavorable, on entend tout acte de rébellion ou plan d'évasion. Dans l'enceinte de l'établissement, nous retrouvons Philippe Hausauer. Avec les autres organisateurs de cet exercice, il attend le top départ lorsque le feu factice sera officiellement déclaré. Cet établissement fermé de 168 places s'apprête à devenir le théâtre d'une simulation inédite. Une manière de tester la bonne coordination des unités de secours mobilisées en cas d'incendie dans les locaux. Pompiers, gardiens de prison, police et ambulanciers. Dehors, c'est d'abord l'installation, sous l'œil de certains détenus déjà évacués pour l'exercice. En prison, si les feux peuvent être accidentels, à cause d'une cigarette mal éteinte dans une poubelle par exemple, la majorité des incendies sont provoqués volontairement par les détenus, souvent en utilisant leur matelas. Avec un dégagement de fumée de 15 000 m3 par matelas brûlé, le temps est alors compté. C'est des choses qui sont assez imprévisibles et on doit vraiment se préparer en tout temps, des interventions de jour, des interventions de nuit avec des effectifs réduits. Voilà. Donc on doit être prêt à pouvoir agir. On est des primo-intervenants et on doit vraiment faire en sorte qu'on puisse, on puisse sauver des vies notamment. En parallèle, ces moments chauds peuvent être propices à la panique, la mutinerie, voire l'agression d'un membre des secours. Il s'agit donc de redoubler de vigilance. Si on a un détenu qui est victime dans les fumées ou comme ça, on s'assure toujours d'être avec le personnel de la prison pour le prendre avec et puis effectuer le sauvetage de cette personne. Ça marche? La police entre en scène. Équipée de masques et de bonbonnes d'air comprimé, l'artillerie est lourde. Elle doit désormais intervenir dans les cellules pour sortir les détenus, des acteurs pour les besoins de l'exercice. Il faut être prêt à faire face à la réticence de certains, considérés comme dangereux. Pour la coordination, c'est en salle de crise que tout se joue, avec les référents respectifs des diverses unités d'intervention. À 14h52, ventilation toujours en cours actuellement. On continue les contrôles de tout le secteur 3100 avec les gardiens, cellule par cellule, pour être sûr de notre désenfumage. Alain Jotran endosse le rôle de commandant des opérations de secours. Il fait l'état des lieux auprès du directeur de la prison. C'est d'abord un enjeu sécuritaire, ensuite c'est un enjeu de coopération, de collaboration avec que ce soit la police, les SIS, les services médicaux. On a absolument besoin d'avoir un accès à ces personnes. Sur l'exercice du jour, le chef de l'établissement est satisfait. Tous les acteurs ont joué leur partition. Donc les choses se sont bien déroulées, le timing a été respecté, il n'y a pas eu de couac, donc ça on s'en réjouit.
S'il n'y a pas d'autres informations, on refait en pontification dans 8 minutes, donc à 15h20. Une partition que n'avait encore jamais joué notre COS du jour. On avait encore des personnes qui étaient en cellule, évidemment beaucoup de fumée dans ces corridors. Et puis le principal souci dans ce milieu carcéral, c'est la progression des équipes, puisqu'il faut évidemment sécuriser tout le personnel. Son confrère valaisan, aussi novice dans cet exercice, ressort riche de cette expérience. Ça change beaucoup parce que des prisons, on les avons en pleine, mais en station, c'est clair que nous n'avons pas ce type de pénitencier. Et c'est vraiment une expérience fantastique que je peux vivre ici à Genève cette semaine. Finalement, le premier bilan est plutôt positif. Donc le partenariat se passe bien, tout va bien. Car dans ce type d'événement, la clé de la réussite réside dans le fait de se connaître en amont les uns les autres pour une collaboration optimale. Aujourd'hui, vous avez pu voir, les sapeurs-pompiers ont équipé les policiers d'appareils respiratoires. C'est du matériel pompier, mais les policiers ont dû apprendre à le porter. Et c'est toute la force de notre collaboration, c'est que chacun dans son domaine de compétences peut apporter des éléments complémentaires pour améliorer la sécurité et garantir la bonne conduite de l'intervention. En 2023, le SIS a été mobilisé à 20 reprises pour des interventions dans les prisons genevoises. Plus tard, le rendez-vous est donné sur la portion d'autoroute entre Perly et Lancy, fermée à la circulation pour la durée de l'exercice. Voilà, on lance l'exercice. Voilà. On a entendu? Prenez vos places. 16h45. Il est 22h passées et les participants au cours COS s'apprêtent à se plonger dans la gestion d'un suraccident. Ce soir, David Moton, pompier genevois, est en charge des opérations. Je reprends le COS. Compris. Ok. Objectif dès son arrivée, obtenir un état des lieux. Tu arrives à me faire assez vite un bilan, de savoir combien de personnes qui sont impliquées, qui sont incarcérées. D'accord? Première chose. Actuellement, l'autoroute est complètement bouchée par les véhicules. Je demande la police et je demande 3 ambulances supplémentaires. Réponds. Les aspirants pompiers qui participent à l'exercice dans le cadre de leur formation sont les premiers sur place et entament leur intervention. À première vue, un carambolage en série avec des victimes prises au piège dans les véhicules. Un patient incarcéré qui est urgent. Okay. Dans le véhicule numéro 2, donc celui du milieu, nous avons un patient côté conducteur urgent. C'est sur lui qu'on va mettre la priorité. D'accord. Okay. Et le cours de prêterie va être fait pour le 3e véhicule. Ok. Sur le terrain, organisation et concentration sont maîtres mots pour le COS. Mener à bien la coordination de tous les acteurs présents n'est pas une mince affaire. Pour l'instant, on est encore dans la phase de chaos, ok? Donc on est en train d'organiser la place. Apparemment, il y a de la fumée signalée de l'autre côté, j'ai fait fermer préventivement. L'autre côté, ça veut dire quoi? Et cette information va ajouter du pain sur la planche. Bah là, ils viennent la donner, ils viennent me confirmer des flammes. Au début, c'était fumée, maintenant c'est flammes. Donc le sinistre, il a été confirmé. D'accord. Plus loin sur la route, un autre accident s'est produit. L'environnement est encore plus délicat au milieu de la tranchée couverte. La fumée est dense, difficile de se repérer. Seules des flammes éclairent la zone. Des victimes sont dispersées et doivent être secourues au plus vite. Hors du tunnel, la situation n'est pas celle qu'espérait le commandant des opérations de secours. Deuxième priorité pour moi qui est absolue, c'est qu'il faut garantir un axe. Là, c'est le bordel avec les véhicules, il faut qu'on dégage tout ça. Il faut qu'on garde un axe, d'accord? La Noria, le trajet pour permettre aux ambulanciers d'accéder aux victimes, puis les évacuer à l'hôpital, n'est pas optimal. Ça, c'est un problème. C'est en colonné, c'est pas bien emmanché. J'ai pensé trop tard à l'autre axe. Et du coup, les ambulances, elles sont là. Et les distances, elles vont pas, il y a trop de camions à bouger. Mais d'accord, ok, bon, là, tu as un chantier, tu as suffisamment de moyens, oui. Tu as le chantier qui est lancé, tout va bien. Hein. Le commandant Schumacher vient en appui pour quelques conseils.
Rapport dans 10 minutes. Tel site. Voilà. Là-bas, on est sur tel site. Pour rapport, transmets bien aux participants. D'accord. Et puis moi, je t'encourage de prendre un gendarme. Tu te demandes. Puis tu dis, vous me faites le plan là-dessus. Pour le secteur, ça connaît d'art. Le capitaine Moton s'en sort très bien. Bien évidemment, dans chaque exercice, et c'est le but, hein, sinon on ne ferait pas d'exercice, on ne monopoliserait pas autant de moyens, on ne serait pas là au milieu de la nuit sur l'autoroute sous la pluie. C'est vraiment de tirer un maximum d'enseignements. Ces exercices nous permettent d'aller loin, d'aller un peu dans le détail de la conduite pour obtenir le meilleur quand cet officier sera confronté malheureusement à une telle situation dans la réalité. Bientôt minuit, au poste de commandement, David Moton s'organise pour le point de situation. D'accord, donc qu'est-ce que tu fais à minuit? Je vais rappeler Stéphane pour les dernières informations. Alors, j'ai envie de dire que les points d'attention, ils sont constamment en évolution en fonction de la situation. D'un côté sur les opérations de secours, mais aussi, bien évidemment, l'enjeu sécuritaire d'ordre général. Okay. À nouveau, tout est question de sécurisation. Est-ce qu'il y a un problème particulier pour remplir vos missions? Vice? Pas de problème. Doc? Oui. Selon les transmissions, j'ai également 9 personnes impliquées qui sont toutes des victimes. 3 urgents, 6 non urgents, avec des moyens insuffisants. Après les derniers ajustements, l'exercice est plié. Il est presque 1h du matin et le lendemain, c'est encore une longue journée qui attend nos participants. Le rendez-vous est donné sur le site militaire d'Épesse, un véritable terrain de jeu pour l'exercice à venir, puisque la zone est déjà accidentée. Bâtiments effondrés, en hauteur ou pourvus de cavités, parfois inondées, silos, citernes, le champ des possibles est vaste. Ici, c'est une simulation de tremblement de terre dans un village qui est mis sur pied. L'un des organisateurs de l'exercice joue le rôle du maire, précieux informateur dans ce cas de figure. On se situe ici? Oui. Okay. Votre village, avec les habitations, il se situe où exactement? C'est ici. Et puis après, Syngenta, il est par là. Donc ça, c'est le chimique ici. Ça, c'est Syngenta, ça? Ouais. Rue du Midi numéro 1. Voilà, notre village a été fortement secoué. On a un problème, on a une entreprise qui conserve des munitions. Et puis en plus, on a une entreprise chimique sur place. Et puis bon, on ne sait pas trop ce qui se passe exactement. Les pompiers sont sur place et puis on aura plus de renseignements plus tard. Qui vient de me dire qu'ici, il y a un gros éboulement, là, juste ici. Donc là apparemment, on ne peut pas passer, quoi. Là, c'est la route, elle est barrée. Ouais, elle est barrée. Ça, je l'ai vu tout de suite, quoi. Ok, donc là, on ne peut pas passer. Et ici, on ne peut pas passer non plus. Le rôle de COS est entre les mains de Julien Marietta, pompier en Haute-Savoie. Il chapeaute la répartition des forces sur place. Drone également, tout de suite. Ok. Je vais regarder avec la police. Et tu demandes renfort commandement, parce que dans tous les cas, là, comme ça commence à partir, tu demandes renfort site. Pour cela, il faut quadriller et bien connaître le terrain. Il y avait là, il y a un EMS ici. C'est quoi? Une EHPAD. Un EHPAD. Là, c'est un EHPAD. Ok, ça c'est un EHPAD. Ensuite, quoi d'autre? Voilà. Et puis l'école, elle est plutôt ici. Le chemin vers les lieux sinistrés s'annonce semé d'embûches, avec des accidents de la route à prendre en charge. Plus loin, des victimes sont coincées quelque part dans un bâtiment effondré. Sans oublier les analyses à réaliser du côté des citernes, identifiées comme contenant des produits chimiques et dangereux. Au poste de commandement, Julien Marietta fait le point et s'approprie la place sinistrée. Genève et la France voisine sont parfois amenés à collaborer étroitement. Le SIS et le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie disposent d'une convention d'assistance mutuelle pour les interventions dites ordinaires comme les incendies, mais pas que. Donc, potentiellement, on a un domaine d'intervention particulier qui est le SEVA, où justement c'est un secteur partagé entre nos deux zones transfrontalières et les deux services concourront ensemble à intervenir pour porter secours en cas d'accident.
Pour lui, ce type d'exercice côté suisse est plus que bienvenu. La mise en situation pratique à l'échelle 1-1 est quelque chose qui est vraiment une chance pour nous de pouvoir nous entraîner avec l'ensemble des partenaires sur des sites réels et des plastrons qui jouent les victimes. Des victimes qui prennent leur rôle très au sérieux, de quoi donner du fil à retordre à tous les acteurs mobilisés. Tamalou, aux jambes, partout. Attention aux pieds, attention les pieds, attention au cap. Les participants vont sentir à la fin de la semaine une légère fatigue, tout comme la direction d'exercice. Mais c'est justement dans la fatigue et la difficulté qu'on voit également le comportement et l'attitude à conduire des événements d'ampleur. Encore quelques heures à tenir. À la nuit tombée, les conditions des exercices se transforment et se compliquent. Incendie de bâtiment. Un véhicule s'est encastré dans le bâtiment. Je demande le renfort des incarcérations. Réponds. Avec tant d'obscurité, difficile de trouver des victimes dans les décombres, l'équipe cynotechnique de l'Ain a été dépêchée sur place en renfort. Les victimes sont ramenées auprès des ambulanciers et ambulancières pour être prises en charge. Tous nos patients vont être équipés des nouvelles fiches SAP qu'on a, avec des codes couleurs qui donnent la gravité. Et en fait, sur ces fiches SAP sont également collés des numéros. Et ces numéros, avec un QR code, vont être le moyen, si on ne connaît pas l'identité du patient, si on n'a pas les moyens à avoir une carte d'identité ou autre chose, ou si la personne ne peut pas parler et ne peut pas nous donner son identité, on va la tracer par l'intermédiaire de ce QR code. Au poste de commandement, le relais a été passé. C'est désormais Cyril Guinchard, pompier dans le canton de Vaud, qui endosse le rôle de COS. Là, on est vraiment dans une phase de relève. Parce qu'on remarque aussi que une des parties les plus dangereuses, c'est soit au début de l'intervention, soit en fin d'intervention, où lorsqu'on a la fatigue qui va s'installer, on a le niveau de vigilance du personnel qui va baisser. Et puis c'est là, en général, où on peut avoir un petit peu des accidents. Le déroulé de la soirée est plutôt fluide. Et on voit qu'on est même du canton de Vaud, en n'utilisant ou principalement des moyens d'un autre canton, on arrive à gérer une intervention de manière, je crois, qui était assez bonne. Et enfin vient le temps d'un repos bien mérité. Cette semaine de début février s'achève sur une note solennelle avec une réception au Palais Hénard. La conseillère administrative Marie Barbèche-Appuy, présidente du groupement SIS, remet à chaque participant leur certificat en soulignant la nécessité de ces mises en condition, garante de la bonne coordination des secours en cas de catastrophe. Et puis c'est extrêmement important, je crois, d'anticiper tout ce qu'on peut anticiper. On le dit, le pire n'est jamais certain, heureusement, mais il faut se préparer au pire, il faut anticiper, être le meilleur possible. Et ça, c'est vraiment extrêmement important, de collaborer aussi entre les différents partenaires. La chaîne du secours doit absolument collaborer ensemble, elle le fait au quotidien. Mais c'est vrai que dans une opération de secours, chaque seconde compte. Voilà, après cette semaine active, je vous souhaite maintenant un bon repos, sans catastrophe majeure au cours des prochaines 48 heures. Le capitaine David Boca. Après ces 5 jours extraordinaires, la satisfaction personnelle est grande et le bilan plutôt positif. C'est beaucoup d'informations à gérer, c'est beaucoup de structures à gérer personnellement. On a eu une interopérabilité extraordinaire, beaucoup de partage.
Et c'est vraiment ça que je retiens, beaucoup de partage. Les participants repartent dans leur corps de métier et cantons respectifs avec de précieux outils. Un processus de réflexion, de prise de décision, d'analyse qui devrait leur permettre dans toutes les situations, que ce soit un incendie, un problème médical, un problème police, un problème de sûreté, une grosse inondation, une fuite chimique ou Dieu sait quoi, de pouvoir interagir, de pouvoir mettre en œuvre un dispositif, de pouvoir anticiper, d'avoir une vision loin sur l'événement et puis de pouvoir, je l'espère, prendre les meilleures décisions possibles. Parés pour faire face à toute éventualité.